beaucoup, et ça nous amène à un jeudi noir, Éric Nolot, quasiment. Tous les feux sont au rouge, ça ne peut que mal se passer, pour différentes raisons. Il y a 3 ans, le président de la République nous expliquait que c'est absurde de reculer l'âge de la retraite de 62 à 64 ans. Il nous explique aujourd'hui que c'est la seule solution viable. En plus, il y a quelque chose qui complique beaucoup la donne, c'est qu'on a compris que ça passerait par la voie parlementaire avec le soutien de la droite. Donc alors là, c'est le chiffon rouge qui est agité devant le taureau de la gauche, c'est-à-dire que les syndicats, les partis de gauche et même l'extrême droite d'ailleurs, va en faire un point d'honneur. Et en effet, j'insiste sur cette expression de point d'honneur. C'est un point d'honneur pour les syndicats qui ont juré de faire reculer le gouvernement, et Emmanuel Macron en fait le point d'honneur un peu de son quinquennat. Donc là, tout est réuni pour que ça se passe très très mal. Et en plus, les Français ne sont pas convaincus du bien fondé de cette retraite, de cette réforme. Ils ne pensent pas que le régime soit en danger. Ils pensent que c'est une entourloupe, que c'est une manière de renflouer les caisses de l'État. Donc il n'y a rien qui va. Moi, je souhaite bon courage à tous nos compatriotes et à nous-mêmes ce 19 janvier. Ça promet d'être très chaud. Jean-Sébastien Ferjou, en même temps, on ne peut pas prédire la mobilisation. On ne sait pas si elle sera importante. Toutes les dernières prévisions ont été déjouées. Parfois, c'est la base qui déborde le haut de la pile syndicale. Impossible de dire réellement ce qui se passera jeudi. Ce qui est surtout difficile à prédire, c'est la suite du mouvement, parce que peut-être que sur une première journée, les syndicats vont quand même réussir à mobiliser. Et effectivement, pour les raisons qu'exposait Éric Nolot à l'instant, on peut imaginer que ça peut prendre. Le sujet, c'est est-ce que ça se reproduit ? Est-ce que c'est une forme de baroud d'honneur, ou est-ce que derrière, les Français basculent ? Parce qu'il y a aussi la grève par procuration. Souvenez-vous, en 1995, alors même que ça avait terriblement bloqué le pays pendant des semaines, les Français soutenaient par procuration. Parce que bien souvent, ce qui se joue derrière ce qui est perçu comme des atteintes contre le service public, c'est on associe ça à la puissance de la France. Mais on a changé d'époque. Je pense qu'il n'y a plus beaucoup de Français qui imaginent que le secteur public, justement, est puissant et que tout va bien. Et je ne crois pas non plus qu'ils imaginent que cette solution-là va le sauver. Parce que juste pour donner un ordre de grandeur et rebondir sur ce que disait, il y a un enjeu démographique, personne ne peut le contester. Mais le déficit... De moins en moins d'actifs pour de plus en plus de retraités. Exactement. Mais juste pour donner les chiffres, qu'on comprenne bien les ordres de grandeur. Le déficit de l'État, chaque année, c'est 155 milliards pour 508 milliards de dépenses. 155 pour 508 milliards de dépenses. Le déficit que cette réforme entend combler, c'est 13 milliards, pas 155, 13 milliards pour 320 milliards de pensions servies. Voilà. Donc je pense que c'est une lubie de technocrates. Encore une fois, moi je pense qu'il y a un sujet sur le sens du travail, sur l'intégration des seniors sur le marché du travail. Il y a un sujet démographique, je ne conteste absolument pas ça. Mais l'ampleur de cette réforme par rapport à l'ampleur de ce qu'il y a à faire, parce que quand je vous parle des 155 milliards, c'est même en oubliant les 40 milliards des boucliers tarifaires. C'est-à-dire d'un côté, on veut économiser 13 milliards, de l'autre côté, il y a 200 milliards de déficit. Donc, dans la mesure où l'État est incapable de faire la preuve qu'il fait des économies ailleurs et que peut-être lui-même s'impose des efforts, prendre systématiquement et uniquement les Français comme variable d'ajustement, je pense que quoi qu'il en soit, même si cette réforme passe, même s'il n'y a pas le feu dans la rue, quoi qu'il en soit, ça affaiblira et ça polluera longtemps le climat démocratique français. Nathan Devers. Vous partagez cette analyse ? Je partage totalement votre analyse. Je pense que cette réforme, ça c'est un constat, elle est massivement impopulaire en France. Et le débat est pris en otage par une forme de logique purement économique, purement technocratique, qui porte exclusivement sur la question du déficit à combler. Mais les Français, me semble-t-il, ne sont pas dans cette logique. Ils sont dans une logique de défense d'un droit social. Premièrement, on a constaté en effet que sur d'autres sujets, le gouvernement peut être extrêmement dépensier, peut avoir augmenté la dette, peut ne s'être absolument pas poser la question de l'austérité, de l'équilibre budgétaire, que là, il se la pose, premièrement. Et deuxièmement, encore une fois, il faut rappeler une chose, c'est que derrière cette réforme, il y a des changements qui sont concrets, qui sont existentiels. 64 ans, les 10% des Français les plus défavorisés, parmi eux, il y aura 29% des gens qui seront morts. Donc, c'est-à-dire que déjà, les travailleurs les plus précaires, il y aura près d'un tiers d'entre eux qui auront cotisé pour absolument rien. À chaque fois qu'on recule l'âge de la retraite, en fait, on augmente le nombre de gens qui vont mourir avant d'avoir pu vivre autrement qu'en travaillant. Donc, derrière ça, il y a une philosophie de l'État social, il y a une philosophie de notre rapport au travail, et puis il y a surtout... si vous voulez, l'idée d'une crise de sens dans notre rapport au travail. Premièrement, des métiers de vocation, on les voit, qui sont de plus en plus en crise, c'est-à-dire qui correspondent à des conditions de vie, à des conditions matérielles et à des conditions d'exercice. Hôpital, notamment. Prof, hôpital, soignants, etc. Et on pourrait décliner qui sont désertés parce que
on ne peut plus s'y épanouir correctement. Et deuxièmement, l'augmentation quantitative du temps de travail va de pair et toujours avec une baisse qualitative du rapport au travail, et les Français sont contre. Pas nécessairement. Il y a des sujets de management. Par exemple, on sait que la France a un problème spécifique avec ce qu'on appelle le management intermédiaire. Parce que justement, on est pris en étau entre le top management et puis les autres. Et donc, ceux qui sont au milieu, mécaniquement, quand vous êtes senior, vous êtes un peu au milieu, puisque vous avez progressé dans votre carrière. Vous avez pu devenir chef d'atelier ou cadre, mais pas cadre dirigeant. Bref, ces gens-là ont perdu totalement le sens. Donc, il y a des tas de sujets qui ne sont pas traités dans cette réforme. Et encore une fois, moi, je crois qu'il y a un vrai enjeu sur l'emploi des seniors, parce que je crois qu'il y a des gens, personne ne peut en douter, qui ont des carrières qui sont difficiles, qui ont été brisées physiquement. Ça, c'est un fait acquis. Mais il y a aussi tous les autres qui n'ont pas envie d'arrêter, que la retraite angoisse. Simplement, ils ne perçoivent pas cette allongation de leur carrière comme le fait justement de garder une utilité sociale, ils le perçoivent comme le fait d'être exposés plus longtemps à la précarité, à la violence économique des temps, parce que le sujet, c'est que les seniors ne sont pas au travail. Et le dispositif prévu par le gouvernement d'un bonus-malus pour dire on va pointer les mauvaises entreprises et les gentilles. Alors déjà, on sera content d'apprendre que la Macronie, parce qu'on voit comment la Macronie nous a expliqué que les vieux, ils étaient bons à rien, les neufs, les mieux. Donc eux seront déjà dans le malus. Non mais vous voyez, mais ça relève de la pensée magique, sérieusement, ça relève de la pensée magique que de croire que ce dispositif-là permettra d'intégrer. Il y a un vrai sujet sur l'intégration des seniors sur le marché du travail. C'est le seul sujet. Un vrai sujet, à la fois pour la sérénité des Français comme pour le bien économique du pays. Un dernier mot, Éric Nolot. Là-dessus que porte le débat en non, réalité. Parce que c'est le seul comptable. débat, c'est on nous dit le déficit va être massif, il faut changer. Or, vous avez des gens qui défilent à longueur de journée dans les micros pour expliquer que c'est pas vrai. Donc je pense que moi, c'est pour ça que je crois que ce mouvement sera très suivi, parce qu'il y a un doute sur la légitimité à la base même de la réforme. Nathan, attendez. Je suis d'accord avec vous, il y a ce déséquilibre entre un débat qui ne correspond pas aux préoccupations des Français, qui ne correspond pas aux réalités, et il y a derrière un petit discours qui est très malsain, qui consiste à dire en gros que si les Français sont contre, c'est parce qu'ils veulent pas travailler. Et si vous voulez, derrière, la question qu'on d'abord, c'est faux. Et puis la question qu'on ne pose jamais, c'est une distinction élémentaire entre des métiers, un travail qui est épanouissant et un travail aliénant. Les deux existent dans une société, les deux existent. Il y a aujourd'hui en France, ça dépend des champs professionnels, mais il y a près d'un tiers des Français qui n'aiment pas leur métier. Donc déjà, c'est aussi une question qu'il faut poser, celle qu'en sociologie, on appelle celle, en gros, des bullshit jobs. C'est pas une phrase insultante, mais c'est pour dire qu'il y a certains métiers, et pas que chez les ouvriers ou dans le prolétariat, qui peuvent être aliénants. Et donc, il faut poser cette question. Allez, on fait une petite pause. Merci beaucoup, Margot Faudéré. On va suivre avec vous toute la semaine prochaine l'évolution de ces mouvements sociaux qui risquent de durer un petit moment.